Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde dans le cadre donc de la journée internationale de l'enseignant. Bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé 2 jours d'ateliers et comme thème, journée nationale de l'innovation et de la recherche-action. Un atelier qui a duré 2 jours et bien sûr qui a regroupé plusieurs experts venus de différents horizons. Aujourd'hui, autour de cette table ronde, nous avons 4 personnes, bien sûr, comme je viens de le dire, issues de différents horizons. Sans plus tarder, je vais commencer par la présentation de nos invités de cette table ronde. À commencer, bien sûr, par ma droite, M. Awale Abdelkader, directeur de l'innovation et du partenariat au CFN. Nous avons aussi M. Daher Ousmane Khaire, chargé de projet à l'Agence française de développement AFD. Nous avons Jean-Pierre, expert international du programme Apprendre. Et enfin, comme vous le savez tous, ce n'est pas la première fois qu'il apparaît dans notre petit écran, Dr Abdelrahman Hussein Jama, directeur donc, du CRAP et maître de conférence à l'Université de Djibouti. Merci à vous tous de bien vouloir accepter notre invitation pour cette table ronde. Sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Awale Abdelkader, directeur de l'innovation. M. Abdelkader, merci encore une fois. Pouvez-vous nous rappeler brièvement l'historique du laboratoire du CFN et de son rôle? Grand plaisir d'être parmi vous et effectivement donc, de participer à cette table ronde. Si je reviens donc rapidement à l'événement qui nous réunit aujourd'hui, donc il s'agit de la journée nationale donc, de la recherche et des innovations qui a été célébrée en grande pompe depuis hier en République de Djibouti. Cette journée, comme vous le savez, donc, qui a été organisée par le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle en partenariat avec l'AUF, du programme Apprendre à AUF. Et effectivement, ces 2 journées-là ont été couplées bien sûr avec, comme vous le savez, la journée mondiale de l'enseignant. Donc nous avons voulu honorer cette journée mondiale de l'enseignant en organisant bien sûr voilà, une des journées nationales de la recherche et de l'innovation pédagogique. Merci beaucoup. Une question cruciale que tout le monde se pose. En quoi consistent ces journées nationales de l'innovation et de la recherche-action? La réponse avec Dr Abdelrahman. Merci Mohamed Abdelrahman de votre invitation. Merci aux organisateurs de ces journées-là. Merci à Jean-Pierre Cuc, éminent professeur d'université française et un auteur très connu, surtout par nos étudiants, qui depuis une vingtaine d'années travaille sur un de ses ouvrages, cours de didactique du français langue étrangère et seconde, et puis un des concepteurs, un des personnes qui ont posé le concept de français langue seconde à ses débuts. Et bon, il y a eu beaucoup d'ouvrages par la suite. Voilà. Après donc, ces remerciements-là, les journées de l'innovation et de la recherche-action, ce sont des journées qui nous ont permis de voir l'état des lieux de la recherche embryonnaire au Centre de formation de l'Éducation nationale et de son laboratoire Labra, c'est ça, Labra. Et ce sont des journées dans lesquelles des enseignants-chercheurs de ce centre-là ont exposé leurs travaux sur leurs pratiques de terrain couplées à la recherche scientifique. Et donc on a vu une douzaine d'enseignants-chercheurs titulaires d'un doctorat au CFEN, 4 doctorants, et puis beaucoup qui sont en projet de thèse actuellement. Et la création de cette direction, de ce laboratoire, va permettre de donner une assise beaucoup plus solide aux pratiques de terrain qui s'appuieront sur la recherche scientifique concernant la pédagogie et l'enseignement, en passant par la didactique des mathématiques, la didactique des langues, du français, l'utilisation des TIS, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà tous les thématiques, une partie des thématiques qui ont été présentées par les intervenants, et on a beaucoup d'espoir pour que cette direction et ce centre puissent prospérer. Merci beaucoup, Dr Abdelrahman, pour ces précisions. À présent, je passe la parole
à Jean-Pierre Cuc, bien sûr expert international du programme Apprendre. Jean-Pierre, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Quel est précisément votre rôle dans le programme Apprendre à Djibouti? Alors, c'est un rôle d'accompagnement de mes collègues donc, du CFN, et c'est un rôle qui était, on va dire, oui, de les aider au départ à mettre en place le laboratoire de recherche-action, qui est maintenant effectif, et de suivre avec eux toutes les étapes de cette mise en place. Et l'aboutissement, c'était aujourd'hui et hier, ces 2 journées de recherche qui sont un petit peu le point nodal, c'est-à-dire à la fois l'aboutissement de ce projet initial, mais aussi le début de l'autonomie scientifique du laboratoire. D'accord. Merci Jean-Pierre, je reviendrai vers vous dans quelques instants. À présent, je passe la parole à M. Daher Osman Khairi, chargé de projet à l'Agence française de développement, communément appelée AFD. Daher, merci encore une fois à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Ma première question est: quel est le rôle de l'AFD dans l'appui au MENFOP à travers le programme Apprendre? Merci pour votre invitation. J'ai plaisir à participer à cette table ronde. Tout d'abord, l'AFD, l'Agence française de développement, c'est l'opérateur pivot de l'aide publique française au développement. Et à ce titre, donc, elle appuie la République de Djibouti en général sur des thématiques, donc sur des secteurs de concentration. L'éducation nationale en fait partie. Et à ce titre, elle intervient dans le cadre de la coopération bilatérale entre les 2 pays, entre Djibouti et la France. L'AFD est présente à Djibouti depuis 1974, donc c'est l'une des plus anciennes agences d'aide au développement qui couvre plusieurs secteurs, donc le secteur de l'eau et de l'assainissement, le secteur de l'éducation, de la formation professionnelle, l'appui au secteur privé avec une vaste gamme d'instruments financiers. Pour répondre très directement à votre question, le programme Apprendre s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de l'AFD au secteur de l'éducation, à travers une enveloppe plutôt régionale. Le programme Apprendre, c'est une subvention, c'est un don de l'AFD qui touche plusieurs pays. C'est un programme régional, multi-pays, qui regroupe quelques 36 pays d'Afrique francophone. Et qui vise à mettre à la disposition de ces pays-là une plateforme partenariale d'échange sur les pratiques des enseignants, sur l'accompagnement. Et c'est très intéressant à voir en fait que cette enveloppe réponde très précisément aux attentes des pays partenaires. Donc le programme Apprendre se base sur la co-construction, c'est-à-dire une enveloppe est mise à disposition de chaque pays bénéficiaire. Le programme se rapproche des ministères sectoriels, notamment le ministère de l'Éducation nationale, et établit un plan de travail annuel qui répond aux attentes de la République de Djibouti. Est-ce que le rôle de l'AFD, c'est juste mettre à disposition à ses partenaires une enveloppe, ou une fois donnée cette enveloppe, est-ce qu'elle les accompagne pour ce programme? Le financement mis à disposition est géré par l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, qui coordonne les activités au titre de ce programme. C'est un programme, comme je le disais, de 20 millions d'euros qui touche ces 36 pays, essentiellement d'Afrique, mais également il y a des bénéficiaires comme le Liban ou d'autres pays comme Haïti. Et c'est un programme qui est géré par l'AUF, mais dont la mise en œuvre au quotidien se fait en accompagnement de l'éducation nationale, donc du ministère de l'Éducation nationale, et en particulier du CFN, qui est le point focal de ce programme. Merci. Daher, vous avez tout à l'heure évoqué plusieurs projets que l'AFD finance. Nous savons que c'est un très bon partenaire pour la République de Djibouti et qui a financé plusieurs projets qui touchent plusieurs secteurs. Tout en profitant donc de cette occasion, quel type de projet aujourd'hui l'AFD finance-t-elle ou actions concernant dans le domaine de l'éducation? Dans le domaine de l'éducation, j'aurais tendance à répondre en 2 temps. Tout d'abord, à travers cette enveloppe régionale via le programme Apprendre, mais également en bilatéral avec le MENFOP, qui fait partie de nos partenaires privilégiés. L'AFD a soutenu et continue de soutenir le secteur de l'éducation depuis ces 25 dernières années,
à travers l'élaboration du schéma directeur de l'éducation nationale et sa déclinaison en plan opérationnel, donc les plans d'action de l'éducation. À l'heure actuelle, nous avons un projet qui est en voie d'achèvement qui vise à améliorer la rétention scolaire de jeunes filles en délégation de fonds à l'UNICEF, mais pour le compte du MENFOP. Et nous allons octroyer d'ici la fin de l'année un projet qui accompagnera la réforme de l'enseignement secondaire. Donc, il faut noter également que l'AFD, donc la France à travers l'AFD, avait accompagné la précédente réforme qui avait abouti en 2016 à la mise en place en fait, du premier baccalauréat djiboutien à travers des programmes qui ont été rénovés. Donc, nous nous réjouissons déjà donc, du partenariat de longue date entre le MENFOP et l'AFD. Merci, je reviendrai vers vous. Merci pour ces précisions. À présent, je reviens sur M. Awale Abdelkader, directeur de l'innovation. On parle actuellement de partenariats. En quoi ces partenariats vont-ils renforcer les capacités du CFEN dans le domaine de l'innovation et de la recherche? Merci, Abdelrahman. Il faut savoir que donc, je vais un peu retracer l'historique du centre de formation, anciennement appelé CFF, centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, qui est effectivement aussi qui est hérité de l'ancienne école normale en fait. Et donc vous voyez que depuis 2012-2013, le centre de formation a été mis sur place avec le partenariat de l'AFD via l'Université de Montpellier. Et donc le centre de formation a su effectivement former en formation initiale et en formation continue les enseignants de l'enseignement de base jusqu'au lycée. Mais progressivement, donc, on est passé à une autre vitesse. Et effectivement, depuis 2017, il est question du cadre unique, du corps unique. Et donc, grâce à la volonté de son Excellence, le président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, le centre de formation s'est vu avoir une nouvelle prérogative, celui de former, une nouvelle mission plutôt, celui de former l'ensemble des personnels du ministère de l'Éducation nationale. À cet effet, depuis l'année dernière, on ne parle plus de CFF, mais on parle plutôt du centre de formation de l'éducation nationale, Omar Guelleh Ahmed, qui a pour vocation de former l'ensemble des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à savoir les personnels enseignants, les personnels d'encadrement, les personnels effectivement techniciens, donc l'ensemble de toute la chaîne en tout cas des personnels du MENFOP sont formés au centre. Et à cet effet, un nouveau organigramme est apparu avec la nouvelle architecture du ministère de l'Éducation nationale et la direction générale du CFN a 3 grandes directions. Et c'est très nouveau. Nous avons une direction de la formation initiale et continue de tous les personnels du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons une direction des innovations pédagogiques et du partenariat et une direction de la recherche-action et des ressources documentaires. Donc vous voyez que l'État, le gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale en premier lieu a voulu doter le ministère de l'Éducation, le centre de formation, d'une mission sur les innovations pédagogiques et surtout sur la recherche-action parce que sans recherche-action, sans données probantes, on ne peut pas influer sur, en général, les sciences de l'éducation et par ricochet, donc l'amélioration de la qualité de nos enseignements apprentissages. Donc, vous voyez que l'innovation et la recherche-action ont été effectivement aussi des leviers importants de cette création du centre qui a pour vocation aussi de professionnaliser davantage l'ensemble des personnels du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, à cet effet, ces 2 journées effectivement d'innovation et de recherche, nous avons célébré avec l'appui de l'AUF, du programme Apprendre, nous a permis d'être plus visibles. Nous avons des viviers des ressources humaines dans le centre, très compétents, avec des docteurs, avec des ingénieurs de formation. Et nous avons voulu, grâce à notre partenaire de l'AUF et du programme Apprendre, visibiliser cette journée-là avec des communications, une dizaine de communications, et pour faire aussi le bilan du programme Apprendre en République de Djibouti. Sans oublier que le programme Apprendre de l'AUF est donc c'est 26 pays de l'Afrique francophone qui sont vraiment donc membres.
Et donc Djibouti fait partie depuis 2021. Et donc nous arrivons à terme du premier PTA, Djibouti. Nous avons fait le bilan et l'objectif était aussi de montrer que ce programme-là a vraiment appuyé le ministère de l'Éducation nationale et surtout le centre de formation et l'inspection générale pour professionnaliser davantage nos personnels du système éducatif. Merci. À présent, je voudrais donner la parole à Dr Abdelrahman avant d'en venir ou d'évoquer avec vous la contribution de l'Université de Djibouti à ces journées nationales de la recherche, de l'innovation et action. Je voudrais d'abord évoquer une autre question avec vous. Que pouvez-vous nous dire sur l'atelier de 2 jours? Quels sont les tenants et aboutissants de ces 2 jours sur la journée nationale de l'innovation et de la recherche et action? Bien sûr, beaucoup de personnes se sont réunies pendant 2 jours. Des experts, des enseignants venus de différents horizons. Quels sont les résultats alors? Quels sont les tenants et aboutissants de ces 2 jours? En tout cas, ce qui m'a marqué, c'est que parmi l'auditoire, parmi l'ensemble des enseignants de français qui ont été, l'enseignant du MENFOP qui ont été réunis, n'oublions pas que hier, c'était la journée internationale des enseignants, c'est ça? Et c'est la journée mondiale des enseignants. Et ce qui m'a marqué, c'est un auditoire très mobilisé qui est resté sur les 2 jours jusqu'à la fin, jusqu'à hier à 17h et ce matin jusqu'à midi. C'est l'ampleur de la mobilisation des personnes qui m'a marqué. Et ce qui m'a marqué surtout, c'est l'émulation que ça a créé ces 2 journées scientifiques de la recherche-action. Innovation et recherche-action ont créé chez beaucoup d'entre eux qui sont venus nous voir pendant les pauses café, qui nous ont posé des questions, une émulation à faire eux aussi de la recherche et à dire mais comment on fait? Je me rappelle notamment de l'intervention d'un de mes anciens étudiants qui me disait mais qu'est-ce que ça veut dire expert et qui donne le label d'expert aux scientifiques? J'ai dit écoutez, l'expert, on devient expert par l'expérience justement. Et c'est parce que votre communauté, vos pairs vous reconnaissent comme expert que vous devenez expert. Mais voilà, quelqu'un peut être expert parce qu'il s'est impliqué et aussi bien dans la recherche que dans les études, que dans l'action, etc. Et ça m'avait interpellé parce que je me dis, voilà, tout d'un coup, des enseignants qui, dans leur routine, à un moment donné, se disent, moi aussi, je veux devenir expert, mais moi aussi, je veux devenir un scientifique, mais moi aussi, je veux communiquer, je veux m'inscrire en thèse, je veux publier des choses, etc. Et c'est cette émulation qui a été créée qui m'a vraiment marqué pendant ces 2 journées-là. Merci. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous allez rajouter au propos de Dr Abdelrahman? Je dirais à propos de l'émulation que ça a suscité, quand on fait ces études, on est un peu comme une éponge. Hein. On va prendre le savoir des autres et on va se l'approprier. Et puis à un moment, quand on a envie de faire de la recherche, ça veut dire moi aussi j'ai envie de donner. J'ai envie de donner à ma communauté, j'ai envie de donner aux enseignants, j'ai envie de donner aux enfants de ce pays, par exemple. L'éducation, c'est pour ça. Hein. Et donc, c'est extrêmement positif. C'est le moment où toutes les connaissances qui ont été accumulées par les collègues, ils se la sont appropriées au point qu'ils savent que dans un domaine particulier, eux aussi, ils sont devenus des experts. Et donc, ils veulent en faire profiter les autres. Et finalement, c'est le but d'un laboratoire de recherche, c'est de susciter ce genre de vocation-là. Je vais revenir pour la question concernant Dr Abdelrahman pour la contribution de l'université. À présent, je reste sur Jean-Pierre. Comment s'est préparée cette édition des Journées nationales de l'innovation, recherche et action? On travaille depuis 1 an et demi. Je parle sous contrôle de M. Awalé. Je suis venu l'année dernière, en début d'année, et puis on a travaillé tous ensemble sur la mise en place du laboratoire. Labra, on a préparé ses statuts, on a préparé son plan de recherche. Et puis, dans le cahier des charges qui nous était demandé, c'était il faut que ça aboutisse à un événement de portée nationale, voire plus large. Et donc, depuis 1 an et demi, on travaille, moi en France et mes collègues ici, sur, plus particulièrement pour ce qui me concerne, la partie scientifique de l'événement. Mais ici, les collègues, ils ont à la fois participé à
cette partie-là, puisque c'est eux qui connaissent le vivier des chercheurs ou des chercheurs potentiels dans ce pays, mais aussi c'est eux qui ont assuré toute la logistique importante de ces journées. Et petit à petit, le programme s'est mis en place. La structure des 2 journées, voilà, on a fait un appel de candidature pour les communications. Il y a eu une sélection des communications par un conseil scientifique. Voilà, on a fait le travail universitaire, scientifique habituel pour ce genre de choses. Et ça permet aussi au laboratoire d'apprendre à fonctionner pour ce genre d'événements. Moi, j'aimerais juste ajouter, au propos de Jean-Pierre Roux qui sont très clairs, que le programme Apprendre de l'AUF avait appuyé, donc merci déjà au passage, nous avons oublié l'AFD qui a appuyé donc, ce programme qui a duré à peu près 4 ans et où Djibouti a joué un rôle important aussi, le ministère de l'Éducation nationale. Et nous avons eu 8 activités dans le cadre du programme, de ce programme-là, du PTA Djibouti. Et dans ces 8 programmes qui appuyaient des domaines très très importants comme la professionnalisation, comme l'intégration des TIS dans les enseignements apprentissages, comme la recherche à action. Et donc c'est la dernière activité, la stratégie de la formation aussi, que nous avons travaillé avec l'AUF et où bientôt toute une stratégie sur la formation professionnelle, sur la formation continue des personnels du MENFOP va voir le jour. Donc vous voyez, c'est un programme qui a coiffé plusieurs domaines, plusieurs axes prioritaires et il faut le savoir en lien avec tout ce qui est orientation de la politique éducative de notre système éducatif. Donc ça veut dire que c'est un programme qui appuie les orientations du MENFOP, bien sûr, à savoir les schémas directeurs et le plan d'action. Donc comment s'est préparé, comment nous avons pu préparer ces différentes journées? Eh bien, l'expert l'a dit, il y avait un comité scientifique qui a travaillé pendant plus d'un mois sur la réalisation de ces 2 journées effectives. Il y avait un comité de pilotage que moi-même et la directrice générale sont membres, qui a été mis sur pied. Donc il y a un comité d'organisation logistique. C'est toute une chaîne, en tout cas, jusqu'à la réussite. Et ça a donné ces 2 journées vraiment intéressantes. Et c'est une innovation aussi, c'est une nouveauté du MENFOP. Parce que souvent, la journée mondiale des enseignants, c'était des prix à donner à des enseignants. Mais cette année, le ministre a voulu vraiment innover et coupler la journée mondiale des enseignants à 2 journées fructueuses, qui sont la journée nationale de l'innovation pédagogique et de la recherche-action. Nous avons pu échanger, discuter, il y a eu des émulations, il y a eu effectivement des recommandations, et donc nous pensons que ce n'est pas la première journée, ce n'est que le début, mais les prochaines années, nous allons encore continuer. Merci beaucoup. Je reviens vers Dr Abdrahman. Docteur, quelle est la contribution de l'Université de Djibouti en ce qui concerne ces journées de l'innovation et de la recherche-action? Il y a d'abord une contribution en termes de communication. Communication que j'ai préparée avec ma collègue Rima Kassim de l'université. Tous les deux sommes membres du Centre de recherche appliquée à la pédagogie et à l'enseignement de l'Université de Djibouti. Et nous avons contribué par une communication sur un exemple d'un projet pilote sur un programme de professionnalisation des programmes de formation de l'Université de Djibouti. Et on avait travaillé selon une approche programme différente de l'approche cours qui est généralement pratiquée. Et voilà, on restituait cet exemple de projet pilote avant la généralisation parce qu'on est engagé dans un processus à l'Université de Djibouti, dans un processus de professionnalisation des programmes de formation pour permettre l'adéquation entre le contenu que l'on dispense et les exigences du monde du travail. Il faudrait que ce soit aligné et donc on est en train de travailler dessus. C'est un grand projet. Soutenu aussi par l'AUF, c'est le projet PNE, professionnalisation et numérisation des enseignements à l'Université de Djibouti, etc. Donc on avait cette communication à donner, mais surtout cette contribution se fait sur de belles perspectives de collaboration entre l'Université de Djibouti
et le centre de formation de l'éducation nationale qui vont bientôt signer une convention qui est une convention qui s'inclut dans une convention plus large que les deux ministères ont signé déjà il y a quelque temps. Le ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ont signé cette convention. Et donc on aura une autre convention qui va nous permettre de travailler ensemble. Et à ce moment-là, le centre que je dirige, le CRAP, avec le CFN, on pourra travailler sur des programmes communs de recherche parce que notre terrain, quand on est chercheur en pédagogie et en enseignement, notre terrain, c'est aussi bien l'université, les programmes de l'université, le contenu de l'université, mais également dans l'Observatoire des systèmes éducatifs. Notre terrain, c'est la salle de classe dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires, la cour de récréation, bien entendu les manuels, exactement dans l'analyse des manuels. Et là aussi, il y aura peut-être aussi une convention avec le CRIPEN, qui est le centre de recherche et d'information et de production de l'éducation nationale. Donc voilà. Ce qu'on attend de ces journées-là, c'est le début d'une belle perspective de collaboration. En ce qui concerne, vous avez évoqué plusieurs partenariats. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore un peu plus sur ce nouveau partenariat entre le MENFOP et le MENSUR? Le MENFOP et le MENSUR, bien entendu, avant d'avoir formalisé leur collaboration par une convention, ce sont deux ministères qui travaillent ensemble depuis toujours, puisque les sortants du MENFOP sont les entrants de l'université. Les élèves qui quittent la classe de terminale avec leur baccalauréat en poche rentrent à l'université de Djibouti. On a lié nos deux systèmes d'exploitation, le système dans lequel il y a le numéro de bac des étudiants et des élèves, avec leurs notes et ça, c'est importé directement de notre application e-Campus pour pouvoir orienter les étudiants dans des filières, d'abord par leur choix, mais aussi par leurs notes. Et donc, on collabore depuis très longtemps par rapport à ça. On collabore sur beaucoup d'autres points. Mais cette convention, elle a permis d'officialiser ce partenariat, cette collaboration, et de faire en sorte d'aller encore plus loin dans la collaboration en mettant en place, notamment dans cet exemple de convention à venir, une perspective de collaboration scientifique cette fois-ci. Nous venons de parler du partenariat. Encore une dernière question, M. Abdelrahman. Que représente ou que va représenter la signature des conventions prochaines entre le CFN et l'Université de Djibouti? La prochaine signature de la convention entre le CFN et l'Université de Djibouti nous permettra de travailler dans un cadre légal dans lequel, par exemple, on pourra avoir des chercheurs du CFN qui pourront travailler avec des chercheurs de l'université sur les problématiques de la pédagogie, de la transmission des connaissances, de l'enseignement, du contenu éducatif. Et c'est très difficile de le faire sans cadre légal. Et cette convention, elle permet ça surtout, d'asseoir une certaine légalité dans les rapports scientifiques, parce qu'on appartient à deux entités différentes. Et voilà. Et puis, par exemple, quand le professeur Jean-Pierre Cug me disait tout à l'heure, quand il s'agit, par exemple, pour des chercheurs universitaires d'aller observer dans une classe, il y a des questions éthiques qui se posent, le droit à l'image, qu'est-ce qu'on filme, qu'est-ce qu'on filme pas, qu'est-ce qu'on photographie, qu'est-ce qu'on photographie pas. Donc, une convention formelle nous permet d'anticiper tous les problèmes qui peuvent subvenir lors d'une enquête de terrain ou lors d'une recherche scientifique sur des questions éthiques surtout. J'aimerais un peu juste ajouter à ce que le docteur dit, parce que je suis aussi chargé du partenariat. Et depuis longtemps, il faut savoir que les deux ministères étaient déjà un seul ministère. On parlait du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Et donc souvent, c'est les mêmes ressources humaines qui se sont départagées en deux. Et voilà, donc à la taille du pays aussi. Donc il n'y a pas de difficulté à travailler, mais comme Abdelrahman le disait, il faut un cadre formel. Il faut institutionnaliser la relation. C'est la raison pour laquelle un cadre de coopération a été signé par les deux ministères. Et grâce à ce cadre de coopération, il y aura des conventions. Déjà, donc, nous avons coélaboré avec l'Université de Djibouti via le laboratoire, donc le centre de recherche plutôt de l'université,
une convention que nous allons bientôt signer. Et dans cette convention, il y a plusieurs choses. C'est le renforcement des capacités des personnels ou des formateurs ou des chercheurs du centre du Labra, qui est un laboratoire du centre, mais qui est en structuration et assez embryonnaire. Nous avons aussi pour objectif de partager et de créer une communauté de recherche. C'est-à-dire qu'il faut décloisonner, en ne disant pas que c'est un laboratoire du ministère de l'Éducation nationale, mais c'est un laboratoire qui travaille pour tous les systèmes éducatifs par extension, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale ou l'enseignement supérieur. Donc nous allons vers un objectif de décloisonner, de donner le meilleur de nous-mêmes, de mutualiser nos pratiques, de jumeler si vous voulez. Et donc vous allez voir que ce partenariat va devenir très important et facilitera, très bénéfique pour la recherche, parce que nous, le ministère de l'Éducation nationale, nous avons besoin de la recherche-action. Sans recherche-action, nous ne pouvons pas avoir des données probantes pour pouvoir effectivement donc avancer et améliorer la qualité de nos systèmes éducatifs. Et comme le docteur disait tout à l'heure, une fois qu'ils sortent de chez nous, ils vont directement vers la porte d'à côté, dans la maison d'à côté, c'est l'université. Donc nous avons intérêt à travailler, et donc c'est ensemble, et c'est la raison d'être même pour développer davantage notre pays. Merci. Je vais passer la parole maintenant au chargé de projet de l'Agence française de développement, AFD. Peut-on, bien sûr, on a tout à l'heure évoqué l'enveloppe destinée pour presque 36 pays, comme vous venez d'évoquer, francophones. Alors, ma question est, peut-on donc espérer des nouveaux financements pour accompagner le MENFOP dans les années à venir pour pouvoir vraiment financer ces projets de renforcement des capacités? Merci pour cette question. Donc, permettez-moi de faire une brève incise par rapport aux interventions de mes collègues. Nous travaillons déjà avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à travers le programme PNE, le projet de numérisation et de professionnalisation de l'enseignement supérieur. C'est un projet dont est bénéficiaire le MENSUR, qui vise à accroître l'offre de formation d'enseignement supérieur à Djibouti. Auparavant, en fait, l'université de Djibouti a connu un cheminement avant de connaître maintenant la dimension qu'elle a et de devenir une université même régionale quasiment. Elle accueille des étudiants étrangers, donc l'université de Djibouti, presque 11 000 étudiants. Donc pour nous, c'était très important de pouvoir accompagner le développement de l'université de Djibouti, mais pas que. Il y avait également la définition d'une stratégie pour le ministère que nous avions également financée. Il y a également l'accréditation de certaines filières. Donc il fallait faire en sorte de prouver à la fois pour le personnel enseignant, mais également aux parents d'étudiants, que les enseignements qui sont dispensés à l'université de Djibouti n'ont rien à envier, par exemple, pour les filières concernées à celles ou à ceux qui sont dispensés dans les autres universités étrangères. Donc je suis très fier d'ailleurs de pouvoir compter déjà donc, sur l'évaluation qui a été faite, la certification et l'accréditation de certaines filières par le HCR, c'est les quatre filières. L'accompagnement, par exemple, de la recherche, aussi bien au niveau de l'UD, mais également du CERD. Donc tout cela se fait déjà dans un cadre partenarial, et ce sont ces projets-là qui ont des effets de levier sur le développement de la relation partenariale, et c'est toujours l'AUF donc, qui est maintenant un opérateur ensemblier qui gère ce projet-là. Donc ça, c'était l'incise que je voudrais faire également. Comme vous voyez, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale qui entreprend, d'ailleurs, il faut le souligner, c'est un ministère qui est habitué, donc les bailleurs de fonds que nous sommes, à des exercices d'auto-évaluation. Donc qu'il s'agisse des schémas directeurs, qu'il s'agisse par exemple de plans d'action, qu'il s'agisse de la réforme par palier. La dernière réforme date de 2016, nous sommes en 2025, et le ministère nous a également sollicité pour accompagner cette démarche de pouvoir réformer l'enseignement supérieur. Donc nous avons des acquis qui sont tangibles, la rédaction des manuels et des programmes, tout ce que fait le travail formidable que fait le CRIPEN à l'heure actuelle, c'est quelque chose en fait sur lequel on peut capitaliser. Donc dès que vous voyez par exemple, parmi les intervenants de ce matin, il y avait du personnel du CRIPEN, on ne peut que se féliciter d'avoir ce travail, ce rapprochement entre deux ministères régaliens qui doivent œuvrer dans le même sens, parce que dès qu'on induit
une réforme au ministère de l'Éducation nationale. Autrement dit, donc, il y a des impacts pour ce qui concerne, par exemple, le développement de nouvelles filières. Et c'est un travail qui doit aller de pair. C'est quelque chose, en fait, qui, pour nous, en tant que bailleurs de fonds, nous avons un terrain propice. Nous avons des acteurs, en fait, qui sont demandeurs et surtout des réalités qu'on ne peut pas ignorer. C'est-à-dire un personnel qui ne demande, en fait, qu'à être accompagné, des ministres qui apprécient déjà le savoir-faire français, l'intervention en fait de l'AFD, la mobilisation de l'expertise à travers l'AUF, et tout ça ne fait en sorte qu'elle est dans le bon sens. Donc je suis plutôt très confiant. Nous avons un projet qui va s'achever en 2026, dont nous allons prolonger la date de clôture, donc le projet avec l'Université de Djibouti et les ministères de l'enseignement supérieur. Et j'avais évoqué donc le projet à venir donc qui va permettre déjà donc d'entreprendre la réforme de l'enseignement secondaire à la demande du MENFOP. Nous allons financer la construction et l'équipement d'un lycée à la cité Nassib. Ça fait partie quasiment des acquis de ce projet donc à venir. Et c'est quelque chose en fait qui se poursuivra dans les années à venir. Merci. Donc à vous, Dr Abdelrahman. Vous voulez rajouter quelque chose avant de passer Donc c'est un centre pour l'entrepreneuriat et l'innovation technologique qui permettra à l'Université de Djibouti d'aller toujours vers la professionnalisation en permettant aux étudiants sortants et pendant qu'ils font leur formation de s'initier aussi bien à l'innovation technologique qu'à l'entrepreneuriat parce que on ne peut pas, l'université quand elle forme des étudiants, elle forme à une formation académique. Ce n'est pas normalement une formation professionnelle. Mais on s'est dit, bon, on va essayer de rectifier le tir sans toutefois faire perdre à l'université sa vocation première, qui est la formation académique. On va réfléchir aussi à faire en sorte que ces étudiants, quand ils quittent l'université, ils puissent s'insérer dans le tissu économique, soit en devenant professionnels, c'est-à-dire s'ils sont employés au port, au machin, qu'ils n'aient pas besoin de formation supplémentaire et que la formation qu'ils reçoivent à l'université leur permette d'aller directement travailler. Ça, c'est tout ce qui est professionnalisation. Mais également de créer eux-mêmes leurs propres emplois en étant initiés pendant leur formation à l'entrepreneuriat. Et donc, ce centre-là, qui s'appelle CEIT, Centre de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique, leur permettra, pendant leur formation, de s'initier à l'entrepreneuriat et surtout à l'innovation pédagogique, parce qu'aujourd'hui, ce qui marche dans le monde, c'est ça, en fait, c'est l'innovation technologique. Et parfois, nos étudiants nous dépassent sur ce qu'on semble imaginer que le monde de demain sera. Les métiers de demain, nous disait quelqu'un, on ne les connaît pas encore. Hein, et donc, du coup, c'est très difficile pour l'université de s'adapter à établir des programmes de formation sur des métiers de demain. L'entreprise qui possède le plus de chambres d'hôtel n'a pas un seul hôtel. L'entreprise qui possède le plus grand nombre de taxis au monde n'a aucune voiture. Ce sont des plateformes en ligne, Uber, Airbnb, etc. Et donc cette technologie-là, cette innovation technologique qui a permis de créer des milliers d'emplois dans le monde, aussi bien dans la livraison de repas avec Uber Eats dans certains endroits. À Djibouti, on n'a pas Uber Eats, mais on a Kikidrop. Et donc, le jeune qui a créé ça, écoutez, il a fait des heureux, parce qu'il y a des jeunes qui, avec leur moto, font autant d'argent qu'un enseignant du primaire ou du secondaire en livrant des repas. Donc, c'est cette innovation vers ça qu'on doit aller, même dans nos formations académiques, et faire en sorte de laisser de la place également pour l'entrepreneuriat et l'innovation technologique. Merci, Dr Abdelrahman. À présent, je voudrais passer la parole à Jean-Pierre Cuc, expert international du programme Apprendre. Jean-Pierre, donc, quelles sont selon vous les principales forces du système éducatif djiboutien concernant la recherche pédagogique? Écoutez, je crois qu'on les a vus à l'œuvre ces 2 jours. C'est-à-dire qu'on a vu toute la richesse du vivier de chercheurs de ce pays, des gens qui sont déjà établis à l'université ou au CFEN, qui ont fait déjà leurs preuves, mais aussi toute une série de jeunes qui ont envie, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui ont envie de reprendre leurs études ou de les continuer pour les études doctorales. Donc moi, je suis très très confiant dans l'avenir de la recherche éducative dans ce pays, parce que j'ai trouvé que la qualité méthodologique
et scientifiques des interventions que nous avons eues ces 2 jours étaient d'un niveau tout à fait excellent. Vous étiez là pendant ces 2 jours-là. À quoi peut-on s'attendre? Bien sûr, ces 2 jours-là auront une suite après. À quoi peut-on s'attendre? On peut s'attendre à ce que, du moins j'espère, l'objectif final, c'est que tous les petits élèves de Djibouti reçoivent à un moment ou à un autre les fruits de ces travaux, parce que l'intérêt du travail en recherche, en didactique et en éducation, c'est qu'au bout du compte, au bout de la chaîne, ce soit les derniers bénéficiaires qui en deviennent les premiers. C'est-à-dire que les enfants de ce pays, d'une manière ou d'une autre, reçoivent toutes les innovations que ces collègues font par leurs expériences, par leurs observations, par leurs recherches qui sont centralisées maintenant dans les 2 pôles que sont l'université et le CFEN. Donc je pense que oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des retombées importantes quand même sur ce travail. Sinon, ce serait bien dommage qu'on ait fait tout ça. Oui. Je crois que nous arrivons un peu presque au terme donc, de cette émission. Une dernière question, M. Jean-Pierre. Quels sont vos conseils ou quels conseils donneriez-vous pour renforcer la recherche-action dans les écoles et les centres de formation à Djibouti? Donner des conseils, vous savez, c'est toujours facile quand on ne les met pas en application soi-même. Quand je suis venu la dernière fois ici, j'ai eu le plaisir de visiter une école. Qui était donc à la périphérie de la ville. Et j'ai été tout à fait frappé par le fait que dans une école, et c'était un exemple parmi d'autres, les enseignants de cette école eux-mêmes avaient pris des initiatives tout à fait intéressantes en termes de bibliothèque, de coins de lecture, de choses dans ce genre-là, pour que les enfants trouvent dans cet environnement scolaire quelque chose qu'ils ne vont pas trouver en dehors de l'école. Voilà. Et donc, ça, je crois que c'est un des rôles fondamentaux de l'école, c'est de donner ce que la famille, qui est par ailleurs très importante, on l'a vu dans ces 2 jours pour la question de transmission des langues, de donner ce que la famille ne peut pas donner elle-même, et donc de s'ouvrir vers des choses que l'enfant va découvrir particulièrement. Et c'est le rôle de cette recherche-là, à tous les niveaux, de l'école jusqu'à l'université, de se mettre au service de ces enfants-là. Merci. Je voudrais passer la parole à Dr Abdelrahmane. Une question cruciale qui doit se poser. Pourquoi est-il essentiel de conjuguer les efforts du MENFOP et de l'Université de Djibouti concernant le domaine de la recherche et de l'innovation? Alors, comme le soulignait tout à l'heure mon collègue Awale, c'est 2 entités qui appartenaient à un seul corps au départ. Jusqu'en 2011, c'était un seul ministère et c'est aujourd'hui 2 ministères distincts. Mais ces 2 ministères qui sont condamnés à travailler ensemble puisque on partage les mêmes préoccupations, la transmission des connaissances, mais surtout, il y a des enfants qui viennent d'un bord pour aller à l'autre. Donc on est obligé de travailler ensemble. Mais cette fois-ci, notre collaboration pourra dépasser le cadre formel des pratiques d'enseignement et aller vers le domaine de la recherche. Parce que si l'université, par excellence, c'est le lieu de la recherche, on ne peut plus faire en sorte que, dans l'époque moderne dans laquelle nous sommes rentrés, que l'éducation non plus soit exempte de recherche. Donc vous avez fait une très bonne initiative de créer un laboratoire de recherche et forcément donc, ce laboratoire doit travailler avec l'université et les centres de recherche à l'université. J'ai parlé que du centre que je dirige, mais il y a encore 5 autres centres qui sont dans des disciplines différentes. Et j'imagine que vos collègues qui font de la didactique des mathématiques, aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un qui faisait une présentation sur la didactique des mathématiques, il peut très bien également se mettre en relation avec les centres de recherche en mathématiques et puis en énergie renouvelable et faire en sorte d'avoir des programmes de recherche communs, pas forcément dans la didactique, mais dans tout ce qui est mathématique. Donc vous voyez, on
on a des perspectives de collaboration, comment dire, très grands. On veut étendre aussi cette collaboration au-delà du CFN, au CRIPEN et aux autres institutions du MENFOP pour permettre de travailler de manière synchrone. C'est très intéressant en fait le débat que nous avons là. Pourquoi? Parce que Djibouti, c'est un petit pays, mais c'est surtout une économie de niche. On ne peut pas être bon partout et on doit viser l'excellence, d'où la nécessité d'avoir des pôles sectoriels de référence. L'université de Djibouti, auparavant, c'était un pôle universitaire qui est devenu une université par la suite. Il y a en son sein des centres sectoriels. Dr Abdelrahman venait de nous en parler à l'instant. La recherche doit guider déjà la stratégie à venir, aussi bien dans le milieu universitaire, mais également l'éducation nationale. C'est à travers la recherche qu'on améliore déjà les acquis, qu'on améliore et qu'on définit en fait des stratégies pour pouvoir mieux faire, et c'est cela qui fait en sorte que le système évolue. C'est très important de le signaler. Pourquoi? Parce que regardez par exemple l'orientation qu'a prise le MENFOP à travers le choix de l'édition scolaire. Ça, c'était un pari, mais qui est maintenant, le pari a été remporté. Donc on a quelque chose de tangible, et c'est très important. Djibouti peut devenir par exemple une référence pour des pays africains, d'Afrique francophone, qui souhaitent se lancer dans l'édition scolaire. Elle a acquis un savoir-faire qui doit permettre maintenant de pouvoir servir d'exemple. Ça, ce ne sont que des exemples concrets. L'autre point, c'est que nous avons par exemple l'Institut supérieur des sciences de la santé, qui forme les paramédicaux djiboutiens, qui lui aussi, maintenant, avec le projet de l'AFD, va maintenant devenir un centre régional pour la simulation médicale. À l'heure actuelle, les paramédicaux, les infirmiers, les techniciens, ou plutôt les agents qui travaillent dans les services de réanimation des hôpitaux de Djibouti, travaillent sur des mannequins. D'où l'importance de pouvoir maintenant modifier déjà l'offre de formation, en faire en fait un centre d'excellence qui permette également de pouvoir attirer les futurs étudiants donc, des pays environnants. D'où l'importance pour Djibouti de se positionner sur des secteurs clés et d'acquérir une expérience et surtout devenir des centres de référence pour la région. Merci. À présent, je voudrais passer la parole à Awal Abdelghadé. Juste une dernière question. Quels premiers résultats peut-on déjà observer du programme Apprendre à Djibouti? C'est une très bonne question. Donc, juste avant la clôture de la deuxième journée, nous avons un peu projeté les bilans et les impacts surtout du programme Apprendre à Djibouti. Donc, le bilan est très positif. Il a été même salué par une équipe d'évaluation de l'AUF. Ce que nous pouvons dire déjà, c'est déjà une professionnalisation de nos personnels d'encadrement, de nos personnels formateurs des formateurs et des personnels enseignants. L'impact aussi a été surtout sur les TIS. Parce que comme vous le savez, depuis le Covid-19, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a énormément investi dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ce programme nous a beaucoup aidé aussi, le programme Apprendre de l'AUF, dans le sens où aujourd'hui nous sommes mieux outillés et nous offrons, même au centre de formation, des formations hybrides. Tantôt en présentiel, tantôt aussi à distanciel, pour permettre aussi d'utiliser les technologies de l'information et de la communication. Nous avons des plateformes modernes, nous avons un laboratoire, un Fab Lab pour le confectionnement des petits matériaux. Donc ce programme Apprendre nous a beaucoup aidé, surtout dans les innovations pédagogiques et le renforcement des capacités et surtout le développement professionnel des personnels du ministère de l'Éducation nationale et surtout des personnels enseignants et des personnels d'encadrement pédagogique. Merci. Donc la dernière question est pour Dr Abdelrahman. Dr Abdelrahman, comment voyez-vous l'avenir de la recherche-action en République de Djibouti pour les prochaines années à venir? Cet avenir, il faut le construire, et cette fois-ci, il faut le construire à deux. Parce que on sait avant ça que nous étions seuls à travailler sur de la recherche-action, et on se rend compte qu'au MENFOP aussi, il y a un laboratoire qui va faire de la recherche-action. Et donc, cette recherche-action, elle est différente de la recherche fondamentale ou de la recherche qu'on a l'habitude de faire
de manière académique à l'université ou au centre de recherche de Djibouti, parce que cette recherche action, c'est une recherche de terrain. Et c'est de l'expérimentation sur le terrain et de l'observation des résultats et de l'amélioration de certaines choses qui n'ont pas bien marché, etc. C'est comme ça qu'on va construire une réflexion sur des sujets, comment dire, très préoccupants, aussi bien sur la prise en compte des enfants à besoins spéciaux, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà quelque chose qui nous empêche de dormir ces dernières années. Et l'accompagnement, c'est justement d'accompagner les collègues enseignants, aussi bien au MENFOP qu'à l'université, à transmettre leur contenu en utilisant l'IA, parce que ça peut aussi avoir des effets bénéfiques, positifs, mais également accompagner les étudiants et les élèves à apprendre grâce à l'IA. Alors certains disent oui, mais ça va empêcher les gens de réfléchir, parce que finalement, ils ne réfléchissent pas, c'est l'IA qui réfléchit pour eux. On disait la même chose lors de l'invention des ordinateurs. Oui. On disait la même chose, il paraît, quelqu'un disait dans une communication, lors de l'invention de l'écriture. Parce que au début, la transmission des connaissances était, comment dire, orale, verbale. Les gens retenaient, ils avaient développé une grande capacité de retention. Et puis tout d'un coup, l'invention de l'écriture mettait en péril ça. Parce que vous disiez, mais comment les gens vont retenir? Mais aujourd'hui, on ne peut pas imaginer 5 secondes que l'on peut apprendre sans l'écrit. Parce que l'écrit fait partie des apprentissages et nous tous qui avons grandi comme ça et instruits comme cela, nous sommes convaincus que ça va de pair et qu'en aucun cas l'écrit est un frein aux apprentissages. Mais en aucun cas l'Internet et les ordinateurs ne sont un frein aux apprentissages, au contraire. Et à ce moment-là, il faut qu'on commence à intégrer que l'intelligence artificielle et l'utilisation des chatbots comme ChatGPT ou DeepSeek, etc., c'est quelque chose qui va permettre de mieux apprendre et de mieux transmettre pour nous les enseignants. Et à ce moment-là, il faut qu'on accompagne ce changement-là. On ne peut pas lutter contre le changement. Il faut qu'on accompagne le changement et qu'on l'accompagne dans le bon sens. Merci, Dr Abdelrahman. Un avis de l'expert, Jean-Pierre? Que pouvez-vous rajouter sur la même question? Sur cette question, non, c'est exactement ce qu'on a dit ce matin en conclusion des journées. Les intelligences artificielles sont nourries de toutes les connaissances qui nous ont précédés et qui se créent encore aujourd'hui. Et ça va être un outil extraordinaire pour l'éducation des jeunes de maintenant. Et de toute façon, alors, il ne faut pas céder au mythe de la technologie qui va résoudre tous les problèmes. Non. Mais en revanche, il faut s'appuyer sur ce que cette technologie peut nous donner de meilleur, si elle est humainement contrôlée, pour que l'éducation des jeunes en profite au maximum. Moi, j'aimerais juste ajouter, parce que c'est une thématique assez passionnante, et nous y travaillons énormément au centre de formation. Dans les communications, il y a eu pas moins de 4 communicants sur l'intelligence artificielle pour montrer donc l'importance de cette thématique aussi dans notre réflexion quotidienne. Et au centre, nous avons déjà y pensé. Et avec l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes d'information, nous avons anticipé en formant nos formateurs et une grande majorité de nos enseignants sur la cybersécurité, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'hygiène des systèmes d'information. Donc on parlait de l'hygiène des systèmes de santé, mais ici, c'est carrément l'hygiène des systèmes d'information. Et ils sont mieux outillés sur la cybersécurité. Nous avons une charte d'utilisation des bonnes conduites, d'utilisation et des bonnes conduites sur l'intelligence artificielle. Et même en formation initiale, dans la plateforme, nous avons un ingénieur multimédia qui utilise à bon escient l'intelligence artificielle, surtout pour les simulations des enseignants, pour parler en public, pour analyser les gestes professionnels. Donc, comme les professeurs et mes collègues l'ont dit, on peut utiliser à bon escient l'intelligence artificielle. Il ne faut pas avoir peur, il faut faire avec. Et c'est surtout, donc, c'est de l'innovation pédagogique. Et comme en France, on peut aussi déjà mettre en place un catalogue d'applications d'IA à utiliser dans le système éducatif. Et donc, on peut faire avec, travailler et ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette table ronde. Merci à vous de l'avoir suivi et un grand merci et bravo
à tous les participants qui nous ont vraiment donné un peu de leur temps pour pouvoir répondre à nos questions. Je crois que nous avons fait le tour de table concernant les journées nationales de la recherche et de l'innovation. Bien sûr, je crois que nous avions répondu à toutes les questions, mesdames et messieurs. Et c'est la fin de cette table ronde ou de cette rencontre. Merci, chers téléspectateurs et téléspectatrices, à vous de l'avoir suivi. Et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.